Bonsoir et bienvenue au sein de cette émission. Ce soir, comme nous vous l'avions annoncé, sur ce plateau, le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochat, il est ici pour répondre à quelques questions et il a bien voulu aussi se prêter au jeu de l'interactivité. Donc, je vous demanderai sur les questions d'être court, précis, pour que nous puissions récupérer des questions et vraiment y répondre assez rapidement, puisque Monsieur le Préfet est ici pour un certain temps et pas pour très très longtemps. Monsieur le Préfet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, première question pour débuter, est-ce que aujourd'hui on peut dire que la Guadeloupe se trouve dans une situation sanitaire extrêmement difficile? Je ne sais pas si on peut dire extrêmement difficile. On est dans une situation sanitaire qui est préoccupante. Vous savez que je suis plutôt d'un naturel optimiste. Donc c'est préoccupant. Donc on a encore les moyens. De passer cette vague concrètement. Un des derniers moyens, c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire une mesure de restriction d'un certain nombre d'activités, de restriction de déplacement. Qui va plus loin que le couvre-feu que nous avions mis jusque-là. Mais on a les moyens de le faire. Il y a un élément qui est important pour moi et qui est porteur d'espoir de pouvoir y arriver, c'est qu'on a une stabilisation du nombre de cas, mais on ne baisse pas. Donc il faut qu'on arrive au-delà, il faut qu'on arrive à baisser le nombre de cas positifs, avec un taux de positivité qui doit baisser, parce qu'à la fin, quand on baissera le nombre de cas positifs, on baissera le nombre de personnes qui sont dans des situations graves à l'hôpital, en service de médecine et en réanimation. Alors justement, peut-on avoir quelques chiffres clés sur la situation actuelle? Hier soir, parce que je n'ai pas les chiffres de ce soir, hier soir, il y avait 31 personnes en réanimation au CHU. Il y a 43 lits de réanimation qui sont possibles, tout compris. Mais on avait 31 personnes en Covid qui étaient là. On était à 32 personnes le dimanche dernier. Juste pour que vous ayez bien, que vos auditeurs se rendent bien compte de ça, on était à 25 réanimations il y a une semaine auparavant. Donc en fait, on a eu une augmentation très forte du nombre de personnes en réanimation, en service de médecine de façon globale, et tout simplement parce que depuis 3 semaines, on a eu une augmentation assez forte du nombre de cas positifs. Vous savez que c'est la masse de nombre de cas positifs qui, à l'intérieur, génère malheureusement des cas plus compliqués qui forcent à aller en médecine et voire en réanimation. On a entre 750 et 800 cas positifs chaque semaine qui sont détectés, avec un nombre de tests qui a largement augmenté. Ce qui est très bien parce qu'il faut qu'on se fasse tester, parce que c'est comme ça qu'on sait si on est positif ou si on est négatif. Et si on est positif, déjà on sait qu'on peut avoir des symptômes, donc on est vigilant. Et en plus, on met en place autour de soi l'analyse des cas contacts, et donc on va dire aux personnes de se faire tester et ainsi de suite, et donc on va casser les chaînes de contamination, parce qu'en fait c'est comme ça que ça fonctionne, ce virus. On est contaminé, on ne fait pas attention, on contamine quelqu'un, qui contamine quelqu'un, etc., etc., etc. Alors est-ce parce qu'il y a eu un relâchement au niveau de la population? Alors est-ce que cette population n'a pas respecté les gestes barrières? Alors je vous l'avais dit, moi je ne parle pas de relâchement, je pense qu'il y a eu une habitude qui s'est faite, d'avoir ces gestes barrières, et puis petit à petit on les a peut-être un petit peu moins appliqués, on portait un peu moins son masque, on faisait un peu moins attention à la distanciation, et puis surtout il y a un élément nouveau qui est celui du variant anglais qui est là, qui est un variant qui est beaucoup plus contagieux. Et donc quand on fait un peu moins attention à son masque, quand on fait un peu moins attention à se toucher pour se dire bonjour, quand on fait un peu moins attention à la distanciation, et bien avec le virus anglais, on a beaucoup plus de chances, si quelqu'un est contaminé en face de soi, d'être nous-mêmes contaminés. Alors est-ce que ce soir vous confirmez la présence de variants indiens et de variants sud-africains? Alors, le variant indien, il y en a eu en Guadeloupe à l'occasion d'un passage de personnes qui venaient d'Inde et qui sont arrivées en Guadeloupe en transit. C'était au mois de mars dernier, le 10 mars de mémoire, les gens sont arrivés. Ils ont été testés, on a vu qu'ils étaient positifs, qu'il y avait 4 personnes, 2 étaient positifs. Puisqu'ils étaient en transit et qu'on avait des suspicions, on les a mis en isolement. Vous savez qu'on a conventionné avec un hôtel pour pouvoir mettre en isolement dans des conditions très particulières. Donc ces personnes ont été mises en isolement. Elles sont restées 14 jours puisqu'elles étaient positives en isolement. On a fait un test à la sortie, un test PCR. Elles étaient négatives à ce test, donc elles ont pu repartir et elles sont parties en République dominicaine. Vous voyez, elles sont juste passées en transit en Guadeloupe. Donc là, je parle bien du variant indien. Et à la fin, on a envoyé ces tests, puisqu'on avait des doutes, en séquençage, c'est-à-dire qu'on les a envoyés à Paris pour faire des analyses complémentaires. Et il est survenu qu'il y a
15 jours maintenant, on a su que c'était le variant indien, mais qui à l'époque n'était pas détecté. Parce que ce variant indien, c'est un variant qui est survenu et qui est nouveau. auquel on prête, il n'est pas nouveau, mais on y prête une attention beaucoup plus particulière depuis notamment ce qui se passe en Inde. Donc sur les variants indiens, ces gens sont passés, on a suspecté et on s'est aperçu qu'il y avait des variants indiens, mais ils ne sont pas restés chez nous, ils sont repartis. Et surtout, on n'a eu aucun cas de contamination, puisqu'ils ont été mis en isolement. On a respecté vraiment strictement le protocole. Sur le variant sud-africain, on a détecté un variant sud-africain en Guadeloupe, on l'a dit en conférence de presse samedi. On est en train de faire une étude à la fois autour de cette personne pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres cas contacts. Et puis ensuite, on est en train d'essayer de comprendre comment ce variant sud-africain est arrivé. Voilà, donc vous suivez de près quand même les variants, parce que pour vous, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. C'est ce qu'il y a de plus contaminant, voilà, concrètement. Et on ne sait pas très bien quelle relation il existe entre les variants les uns avec les autres. Pour dire les choses, ici en Guadeloupe, on a 98%, je crois que c'est le chiffre qu'on a donné samedi, 98% des cas positifs sont des variants anglais. Donc en fait, on a quasiment plus de Covid dans sa forme qu'on connaissait jusqu'en février. Et là, c'est uniquement le variant anglais. Ce qui explique d'ailleurs l'augmentation de notre troisième vague, puisque c'est un variant qui est beaucoup plus contaminant. Ce que je disais tout à l'heure, on peut s'en préserver, on peut s'en prémunir, mais il faut faire un peu plus attention, voire doublement plus attention avec les gestes barrières. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'efficacité du vaccin sur ce variant anglais? Oui, il n'y a pas de... Toutes les études, alors moi je suis mal placé parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas directeur général de l'ARS, elle pourra vous le confirmer si c'est nécessaire, mais sur le variant anglais, il n'y a pas de questionnement. Les études ont été faites et donc tous les vaccins sont efficaces sur le variant anglais. Tous les vaccins? Tous les vaccins existants sont efficaces sur le variant anglais. Maintenant, donc aujourd'hui, le point de départ, alors on va l'appeler confinement aménagé, mesures barrières renforcées, comment on l'appelle? Parce qu'il y a des gens qui disent nous sommes en confinement, d'autres disent mais non, nous ne sommes pas en confinement, c'est plutôt des mesures renforcées. Alors comment on peut l'appeler? Bon, est-ce que c'est très important de l'appeler? Ce qu'il faut dire, c'est le vivre. Donc il faut le respecter, parce que c'est comme ça que ça fonctionnera. Ce sont des mesures renforcées, clairement, qui ne vont pas jusqu'à un confinement strict, mais ce sont des mesures qui vont restreindre et qui restreignent les déplacements, les activités. Enfin, juste avant moi sur le plateau, il y avait des commerçants qui étaient ici. En parlant d'activités qui sont restreintes, je sais très bien de quoi ils parlent. On restreint aussi un certain nombre d'autres activités, mais en même temps, on garde la capacité d'avoir ses enfants à l'école, on garde la capacité d'aller travailler quand on n'est pas concerné par les commerces qui sont fermés. On peut avoir d'autres activités dans la limite des 10 km. Donc vous voyez, en fait, on restreint assez fortement les activités et les déplacements, parce qu'en fait, si on veut retenir une seule chose qui est l'esprit de ces mesures qui sont prises, c'est le plus possible restons chez nous, n'ayons pas d'interaction avec les autres, parce que c'est à ces moments d'interaction qu'on peut avoir de la contamination. Donc il faut rester chez soi le plus possible, éviter les interactions avec les autres, et quand on a des interactions avec les autres, eh bien on fait très attention et on respecte d'autant plus les gestes barrières. Alors aujourd'hui, beaucoup disent oui, mais on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas s'il faut réellement aller travailler, s'il faut demander au patron de rester chez soi. Alors, en tout cas, j'ai voulu ouvrir l'antenne pour que les téléspectateurs puissent vous poser des questions précises pour mieux comprendre ce qui a été mis en place. Mais avant toute chose, est-ce qu'on peut dire, monsieur le préfet, que c'était la seule solution? Alors vous le savez, j'en ai longtemps parlé de ces mesures. J'ai longtemps dit qu'il fallait qu'on évite d'aller jusqu'au bout, jusqu'au confinement très strict. Et donc, là, on a attendu. On me l'a reproché d'ailleurs, enfin pas tout le monde, quelques-uns me l'ont reproché de ne pas être allé aussi loin, plus vite que ce que je n'ai fait. D'ailleurs, il y a une semaine, vous vous souvenez, j'avais dit qu'il était trop tôt, on avait besoin de mesurer l'effet du couvre-feu et de savoir si ça suffisait ou pas pour passer cette vague. Et donc voilà, on l'a fait, je l'ai décidé, on a beaucoup parlé avec les élus, j'ai pris leur intention, leurs idées, leurs positions sur le sujet. J'ai aussi beaucoup travaillé avec Paris, puisque c'est dans un cadre réglementaire qui est celui, évidemment, de la République française, dans lequel on s'établit, et on a décidé d'aller sur cette solution. Oui, je crois qu'on ne pouvait pas faire autrement, et c'était vraiment indispensable d'y aller. Pour moi, il y a un point qui est extrêmement important, c'est le nombre de personnes en réanimation. Vous savez que c'est un facteur que nous regardons vraiment beaucoup avec la directrice générale de l'ARS, avec le directeur général du CHU, évidemment, mais aussi avec les autres hôpitaux, puisque
On parle beaucoup du CHU et on dit que, évidemment, ce qu'on regarde, c'est le nombre de personnes en réanimation au CHU, mais il y a aussi des personnes en réanimation au CHBT, à Basse-Terre. Et puis, il y a un travail qui est fait avec les cliniques, et notamment les cliniques des eaux claires. Donc, c'est vraiment un ensemble d'indicateurs qui sont importants. Et quand on regarde le nombre de personnes que nous avions en réanimation, de façon globale, ou en service de médecine, on voit qu'on a atteint des limites. Et donc, on ne peut plus se permettre d'avoir de plus en plus de personnes et de plus en plus de cas. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de prendre ces mesures. Vous avez dit, lors de la conférence de presse, que certains élus voulaient aller plus loin, c'est-à-dire un confinement total. Je crois qu'ils se sont exprimés depuis, oui. Ouais. Et pourquoi ne pas avoir tranché dans ce sens? Parce que en fait, le confinement total, on l'a vécu ici en mars, il y a un an. Effectivement, c'est total, on arrête toutes les activités, mais la reprise est très compliquée. La reprise a été très compliquée dans les écoles, vous vous souvenez. La reprise a été très compliquée dans le monde économique, dans le monde sociétal aussi, puisqu'on n'a plus d'interaction du tout. Là, je dis qu'il faut limiter ces interactions, mais pour autant, on peut en avoir. Quand on emmène ses enfants à l'école, on peut rencontrer des gens. Il ne s'agit pas de les toucher, il ne s'agit pas de se rapprocher d'eux, mais on peut les rencontrer. Quand on va à son travail, en faisant très attention, on peut le faire aussi. Donc voilà, ces interactions-là, elles continuent à exister. Ça me semble extrêmement important, parce que c'est ça qui nous permet aussi de rebondir ensuite. Ouais, donc vous êtes vraiment positionné dans ce sens, laisser un petit peu respirer la population. Oui, ça me semble essentiel. Maintenant, la campagne de dépistage Covid, est-ce qu'elle continue ou est-ce que pour l'instant, vous dites c'est pas la peine? Le dépistage, les tests? Oui. Oui, c'est essentiel. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très très important de se faire tester. Alors maintenant, on a tout un panel de capacités de se faire tester qui a augmenté. Avant, il y avait juste ces tests PCR avec des prélèvements dans les narines qui existaient, qui reste vraiment le principe même du test le plus efficace. Mais on a aussi maintenant des tests antigéniques, donc qui sont plus faciles et pour lesquels on a les résultats plus rapidement. Il y a les autotests qui vont arriver aussi, on pourra le faire soi-même. Et puis on a même les tests salivaires qui peuvent exister aussi, notamment dans les écoles, où on va pouvoir les mettre en œuvre. Et tout ça fait qu'on a de plus en plus de capacités de test. Et ça, je remercie beaucoup les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, parce que depuis 2 semaines, on sent qu'on est on arrive dans cette 3e vague de façon importante. Il y a eu de plus en plus de tests. Là, les chiffres de cette semaine, je crois que c'est 7600 tests qui ont été effectués sur le territoire de la Guadeloupe. Quand on était à 5000, on pensait que c'était le maximum qu'on pouvait avoir, et puis on était passé à 6000 de volontariat, et là on est à 7600. Ce qui veut donc dire qu'on a de plus en plus de gens qui se sont fait tester, ce qui est très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque quand vous avez un soupçon, soit parce que vous imaginez que vous avez été cas contact, soit parce que vous avez des symptômes, vous en parlez à votre médecin, ou vous allez à la pharmacie pour prendre un test antigénique, et vous testez. Ça permet de savoir si vous êtes cas contact ou pas cas contact, si vous êtes positif ou pas positif, et à partir de là, si vous êtes positif, si vous avez des symptômes, vous saurez que c'est ça, et donc vous serez d'autant plus vigilant. Parce qu'il y a un point qui est extrêmement important que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en urgence parce qu'ils ont trop attendu. Il faut vraiment consulter si on a des soupçons et si on a des symptômes. C'est extrêmement important, puisque plus on est pris tôt, mieux c'est pour la suite. Et puis, si vous êtes positif, eh bien, vous pouvez tout de suite prévenir les cas contacts autour de vous. La cellule riposte vous contacte, vous appelle, et tous les gens autour de vous font des tests, et eux aussi font attention. Et donc, c'est comme ça qu'on casse les chaînes de contamination. Alors aujourd'hui, on sait que vous menez un combat pour que la population se fasse vacciner, je dirais, en masse, puisqu'il y a une ouverture assez large pour la vaccination. Et vous essayez de trouver un discours qui peut convaincre. Alors, est-ce que ce ne serait pas le meilleur exemple, puisque les élus sont partie intégrante, vous l'avez dit, dans le processus de décision, est-ce que les élus ne devraient pas se faire vacciner pour donner l'exemple? Chacun est libre de vouloir donner l'exemple à travers la vaccination. D'ailleurs, vous le savez, la vaccination n'est pas obligatoire, c'est toujours un acte volontaire de chaque individu. Il y a des élus qui se sont fait vacciner. Vous vous souvenez, dès le premier jour, moi j'ai le souvenir d'un sénateur qui s'est fait vacciner dès le premier jour de la vaccination au CHU. Mais donc chacun est libre de le faire. Je crois que il y a un président d'exécutif qui a dit à une chaîne d'antenne qu'il avait été vacciné. Donc il y a des élus qui sont vaccinés, c'est pas un sujet. Après, vouloir le mettre en avant, ça c'est un choix très personnel, qui peut être aussi politique d'ailleurs. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que tous les gens qui se font vacciner, qui le souhaitent et qui en tirent résultat, puissent le dire. Parce que c'est comme ça aussi, c'est cet effet d'entraînement qui compte.
Vous l'avez dit, on a ouvert un centre de vaccination massif, alors qu'on appelle un vaccinodrome, qui est le mot horrible, enfin chacun voit à peu près ce que ça veut dire, au Rézé, sur le site de l'aéroport. On l'a ouvert samedi matin avec la directrice générale de l'ARS, était présent d'ailleurs le CHU, l'aéroport. Dans la journée de samedi et de dimanche, il y a eu 660 personnes qui se sont fait vacciner. Hier, 400 personnes dans une journée, donc on était déjà à plus de 1000 vaccinés en une journée, en 2 jours. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'il y avait beaucoup de monde aussi. Donc voilà, il y a aussi cet effet d'entraînement qui compte et qui permet, parce que c'est facile d'aller se faire vacciner, parce que en fait, on passe par là, c'est facile d'y aller en voiture, on s'arrête et on peut se faire vacciner. Voilà, donc nous cheminerons au niveau des mesures qui ont été mises en place, des mesures renforcées avec les téléspectateurs, et nous prendrons dès maintenant un premier appel et je poursuivrai ensuite avec vous sur d'autres questions. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Oui, alors bonsoir à Canal. Oui, bonsoir Canal 10. Oui, j'appelle de Pointe-à-Pitre. Je voudrais poser une question à monsieur le préfet. Allez-y. Alors tout à l'heure, monsieur le préfet nous a dit qu'il n'était pas un médecin, mais qu'il était sûr de la vaccination. Alors j'aurais aimé savoir, alors que d'imminents professeurs dans le monde entier mettent en doute cette vaccination, le Pfizer et AstraZeneca ont été retirés 1 ou 2 fois, ont été remis, on ne sait pas quelle magie. Et comment ce monsieur vient se permettre de venir devant les Guadeloupéens alors qu'il nous dit qu'il n'est pas médecin, qu'il est sûr de la vaccination? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, comment se fait-il que votre confinement, il soit à la carte? Parce que beaucoup de Guadeloupéens se posent la question de voir des grands supermarchés ouverts, de voir l'aéroport fonctionner, de voir les choses fonctionner, et les petits commerçants ne peuvent pas vivre. Voilà, donc j'avais juste 2 questions que je pense qui représentent tout mon quartier. Comment vous pouvez vous permettre de venir devant des Guadeloupéens et dire aux Guadeloupéens que vous êtes sûrs du vaccin, alors que dans le monde entier, on n'est pas obligé de passer par les soi-disant sites complotistes ou quoi, tout le monde remet en doute cette vaccination. Et depuis qu'on a vacciné et qu'on met plus de masques, il y a encore plus de cas en Guadeloupe. Comment vous expliquez ça à quelqu'un lambda? Voilà, c'était juste ça. Merci, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Merci de vos questions. Sur la vaccination, eh bien, vous me dites qu'il y a beaucoup d'éminents spécialistes qui disent qu'ils sont contre. Moi, j'ai lu énormément d'études par d'éminents spécialistes et par beaucoup de gens qui ont fait des études d'épidémiologistes et des études de vaccination qui nous expliquent que la vaccination fonctionne. D'ailleurs, on a beaucoup de cas. Il y a énormément de pays dans lesquels il y a eu des études qui ont été faites avec des réalités, c'est-à-dire des gens vaccinés, des chiffres de gens vaccinés et des gens qui aujourd'hui montrent que des études qui montrent aujourd'hui qu'on a une diminution du nombre de cas positifs. Il y a des études en Israël, il y a des études au Danemark, il y a des études au Canada. Enfin voilà, il y a beaucoup d'études. Et donc, je ne fais que retranscrire des études scientifiques qui ont été données et des résultats qui ont été donnés sur la vaccination. Et en France aussi, on commence à en avoir. Il suffit de regarder en France métropolitaine les effets de la vaccination sur les plus de 75 ans et la courbe de la mortalité sur les plus de 75 ans. Des études ont déjà été faites qui montrent que cette vaccination a eu un effet puisqu'on a beaucoup moins de personnes qui développent des cas graves du Covid en métropole. Votre deuxième question concerne le confinement à la carte. Il n'est pas à la carte, il est, comme on l'a dit tout à l'heure avec Madame Boisset, il est étudié pour qu'on puisse continuer à avoir une activité parce que le confinement qui rigidifie tout et qui évite toute activité, il est positif d'un point de vue sanitaire, mais il pose énormément de difficultés d'un point de vue social et d'un point de vue économique et d'un point de vue activité. Donc, les supermarchés sont ouverts, oui, mais comme ils sont ouverts pour leur rayon d'alimentation, ils sont ouverts comme dans leur rayon dans lesquels sont ouverts les autres commerçants. Un supermarché de plus de 400 mètres carrés qui vendrait des bagages ou, je donne des exemples parce que ce sont des commerces qui ne sont pas normalement ouverts, ou de l'horlogerie, eh bien, ont leurs rayons qui sont fermés. Ils ne vendent que de l'alimentation ou des articles essentiels comme les autres. Oui, alors une question qui arrive sur cela. Pourquoi les concessionnaires? Les concessionnaires automobiles? Oui. Parce que quand vous avez une activité, je prends un exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler, vous avez besoin de votre voiture pour conduire vos enfants à l'école, elle peut tomber en panne. Donc vous avez 2 solutions, soit vous pouvez la faire réparer, dans ce cas il y a besoin que les garages puissent être ouverts, c'est la possibilité, soit parfois il faut aussi être amené à la changer. Et bien, si vous êtes obligé de la changer, il faut que les concessionnaires automobiles soient ouverts. Les concessionnaires automobiles sont ouverts, mais sur rendez-vous exclusivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de showroom, il n'y a pas d'activité de vente ouverte
comme ils avaient l'habitude de le faire. Bien, nous avons un autre appel. Votre question, bonsoir. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Alors, merci de téléphone. Monsieur Rochat, la personne qui m'a précédé, enfin, mon prédécesseur vous a posé des questions, mais moi, je vais vers d'autres questions, puisque j'avais aussi ces questions en tête. Alors, vous donnez la priorité aujourd'hui, vous parlez beaucoup de vaccinodrome, etc. Quelle est votre priorité du moment? La vie humaine ou la vie financière? Parce que la vie humaine, c'est augmenter les lits dans les hôpitaux, ouvrir des cellules pour permettre à ces personnes d'être prises en charge, aussi bien au niveau de l'oxygène, au niveau de la maladie elle-même, que de faire véhiculer un vaccin que nous ne connaissons pas ses composants. Ça, c'est la première question. La deuxième question concernant les centres commerciaux. J'y suis allée moi-même ce matin faire une petite vérification puisque vous avez dit que vous y veillerez personnellement. Les centres commerciaux sont ouverts dans leur intégralité. Aussi bien les rayons de seconde nécessité que les rayons de première nécessité. À qui profite ce prix? Ce sont mes deux questions. Merci, madame. Alors, Monsieur le préfet. merci. Bonsoir, madame. Je ne répondrai pas à la question de savoir si je privilégie la vie financière ou la vie humaine. Je pense que vous avez compris quel était mon objectif, qui est évidemment de préserver et de protéger la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Nous, il y a un travail qui est fait aussi pour augmenter la capacité médicale et la capacité de l'hôpital. D'ailleurs, je crois qu'on le dit assez régulièrement. Il y a déjà des chantiers de long terme qui sont mis en œuvre. Je rappelle qu'il y a un chantier pour la construction d'un nouveau CHU à plus de 600 millions d'euros qui est en train de se monter. Et dans les capacités actuelles du centre hospitalier, il y a eu des renforcements en termes de matériel. Mais aujourd'hui, le sujet pour monter en puissance au CHU, il n'est pas matériel. D'ailleurs, je vais donner un exemple tout à l'heure à quelqu'un qui me posait la question. Quand on a fait venir le service de santé des armées au mois de septembre dernier, le service de santé des armées n'est pas venu avec du matériel, il est juste venu avec du personnel, parce que c'est ça qui manque aujourd'hui. Et du personnel, on ne décide pas du jour au lendemain de pouvoir le recruter et de pouvoir le former, parce que ça prend du temps. Un médecin anesthésiste, un médecin qui est spécialiste de la réanimation, des infirmiers, des aides-soignants, tout ça, ce sont des gens qu'il faut recruter, former, et ça, on ne décide pas du jour au lendemain de le faire. Et donc, de ce fait, on est forcément limité en termes de capacité médicale. Ce n'est pas un problème matériel, je le répète, c'est un problème humain avant tout. Et s'il y a des problèmes matériels, les investissements sont là, et il y a eu un certain nombre d'acquisitions qui ont été faites, notamment sur des capacités de respiratoire. Sur le vaccin, je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Le vaccin, il est connu, tout est transparent, les études ont été faites, on a énormément d'études qui sont là, des études épidémiologiques, des études sur les effets secondaires, des études sur la composition du vaccin, et il y a énormément de gens qui sont vaccinés. Enfin, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui sont vaccinées aujourd'hui, qui sont protégées. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, qui décident de ne pas se protéger, mais c'est leur responsabilité, bien entendu. Sur les commerces et sur les supermarchés, les contrôles ont été faits, mais de toute façon, comme dans ces exercices-là, on fait des contrôles et on refait des contrôles et on les refera bien évidemment. Les commerces, les supermarchés ont leur rayon de biens. J'aime pas parler de biens essentiels, de biens non essentiels, parce que c'est pas ça le sujet. Les biens qui sont autorisés à la vente et les biens qui ne sont pas autorisés à la vente, eh bien seuls les biens qui sont autorisés à la vente sont prévus dans ces supermarchés. Et rassurez-vous, nous continuerons à les contrôler pour vérifier que c'est bien appliqué. Ouais. Alors là aussi, on peut se dire, est-ce qu'il faut mettre un gendarme en permanence dans chaque supermarché pour essayer de voir si ces mesures sont respectées? Non, on ne va pas mettre un gendarme dans chaque supermarché, mais on fera des contrôles et on enverra des gendarmes ou des agents de la répression des fraudes aussi, pour vérifier si les conditions sont bien respectées. Alors, monsieur le préfet, quelle est votre première difficulté ou plus grande difficulté dans la gestion même de cette pandémie, de cette crise sanitaire ici en Guadeloupe? La plus grande difficulté, c'est justement, toutes les questions que je viens d'avoir sur ce sujet, c'est de trouver l'équilibre. C'est de trouver le bon équilibre entre les mesures sanitaires essentielles pour la protection des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens dans leur santé, dans leur intégrité physique,
et de trouver aussi la capacité de pouvoir continuer à avoir une activité pour ces Guadeloupéennes et ces Guadeloupéens dans leur intégrité qui n'est pas seulement physique, qui est aussi une intégrité en termes social, en termes sociétal, en termes d'équilibre général. Voilà, c'est de trouver cet équilibre-là pour l'ensemble de la Guadeloupe et pour l'ensemble de ses composantes, puisque les personnes qui m'ont interrogé ont visiblement des préoccupations qui leur sont propres, mais les personnes que j'ai vues juste avant sur le plateau avant de venir n'avaient pas exactement les mêmes préoccupations, c'était des commerçants. Et donc vous voyez qu'à chaque fois, il faut trouver cet équilibre, parce qu'une société, c'est ça, c'est vivre d'équilibre entre les différentes composantes qui la forment. Alors c'est vrai que ces commerçants, et ça je peux le dire, et vous disait, Monsieur le Préfet, enlevez-nous de cette situation, pas de confinement, on veut recommencer à travailler. Alors est-ce que très souvent, vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, en fait, l'économie, la santé, le gouvernement, les élus, comment vous arrivez à vous sortir de tout cela? En Guadeloupe, souvent le préfet, on essaie de le prendre entre le marteau et l'enclume, non ? Assez souvent. Mais moi, je ne suis ni entre l'un ni entre l'autre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de trouver l'équilibre. Et donc, l'idée, c'est pas être poussé par un côté ou poussé par l'autre, c'est justement de sortir au-dessus et de composer avec tous ces gens, avec tous les porteurs de projets, avec tous les porteurs d'intérêts, et que je comprends tout à fait, je vous dis, je comprends tout à fait. Ce sont des intérêts particuliers à chaque fois. Mais justement, l'intérêt, enfin, notre travail, le travail que moi j'aime et le travail qu'ont beaucoup de gens qui sont responsables dans la société, c'est justement que ces intérêts particuliers ne soient pas que des intérêts particuliers, et que la somme de ces intérêts particuliers soit ensuite un intérêt commun, et qu'on soit ensemble, et qu'on avance ensemble de l'avant, et que ensemble, on imagine ce que sera demain l'après-Covid. Alors vous avez vu beaucoup de questions sur le vaccin. Alors, ça revient tout le temps. Et je me dis, est-ce qu'un jour, vous arriverez à convaincre les Guadeloupéens de se faire vacciner en masse? Il y a déjà 40 000 personnes qui sont convaincues en Guadeloupe, puisqu'on a eu 40 000 vaccinés depuis le début de la vaccination, et ça ne cesse d'augmenter. Donc voilà, moi je suis, comme je l'ai dit, je suis optimiste, et donc je pense que les gens vont comprendre l'intérêt d'avoir une vaccination. D'accord. Nous récupérons un autre appel. Bonsoir. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le préfet, bonsoir madame Boisset. Bonsoir. Oui, j'appelle, c'était pour vous dire qu'on nous parle que de vaccins, le membre du gouvernement, toute l'administration. Mais savez-vous qu'il y a des traitements qui soignent le Covid, et pourquoi on nous donne pas le traitement qu'il faut pour soigner le Covid? Parce que je vois autour de moi, il y a quelqu'un qui récemment qui s'est présenté au CHBT à Basse-Terre, et cette personne a été retournée chez lui, et résultat, son cas s'est aggravé, il s'est retrouvé au CHU sous l'oxygène, et c'est pas normal, et que il y a des traitements adéquats, et il faut les mettre en circulation, que les médecins puissent pouvoir les prescrire. Alors quels sont ces traitements? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Eh bien, l'exemple, moi je ne vais pas rentrer dans l'exemple, je ne vais pas citer le nom de quoi que ce soit. Les traitements, vous savez, les traitements, le professeur sous Marseille, il traite des gens, ainsi que de personnes. J'ai eu quelqu'un aussi qui, dans un hôpital sous Paris, qui traite, et ce n'est pas tous les hôpitaux qui traitent avec des ivermectine, vous savez, la chloroquine, il y a plein de choses qu'on peut s'en servir, surtout la chloroquine qu'on a interdit de le départ, et qui soigne les gens. Vous savez, c'est pas tous les hôpitaux qui soignent les gens correctement, mais je sais que sous la France, à Paris, il y a des hôpitaux qui utilisent ces médicaments pour soigner les gens, les malades, et ça marche bien. Merci, monsieur. Par contre, je vais vous dire, je ne comprends pas, Madame Boisselet, je ne me comprends pas à vous, mais je vous dis que vous invitez le préfet de l'ARS, mais nous aussi, en Guadeloupe, on a un conseil scientifique citoyen caribéen, il faut les inviter, qu'on puisse, le Guadeloupéen puisse savoir ce qui se passe, et savoir les avis du préfet, les avis du conseil scientifique. Il faut inviter les gens. Mais il me semble que vous avez déjà été invité, monsieur, sur le plateau, non? Pardon? Vous avez déjà été invité sur le plateau? Je sais pas.
Voilà. Non, j'ai pas été invité. Non, je parle du conseil scientifique. Oui, Moi, je suis pas quelqu'un qui, j'ai jamais été invité sur le plateau. Non. Vous ne faites pas partie du conseil? Non, je fais pas partie. Non, je Mais suis il me quelqu'un semble qu'il a déjà qui est un été citoyen invité et sur le plateau. qui suit les informations et je sais qu'il y a un conseil scientifique. Alors c'est pour cette raison que je demande que ce conseil scientifique-là devait être là avec le préfet. Hein. Je dis pas tout le temps, mais qu'il devait être présent souvent avec l'ARS pour savoir vraiment ce qui se passe. Merci, monsieur. Merci, madame je vous ai Boissy. entendu. Merci. Monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur. Ce conseil scientifique. Alors, c'est un conseil qui s'est autoproclamé conseil scientifique. Moi, je ne suis pas capable de dire s'il est conseil scientifique et s'il est compétent pour traiter de ces sujets-là. En tout cas, il n'est pas officiellement conseil scientifique en Guadeloupe. Voilà, il s'est autoproclamé conseil scientifique. Pour répondre à la question de monsieur sur le sujet des soins et des médicaments et du traitement qui est possible, rassurez-vous, il y a énormément de chercheurs qui, depuis que cette Covid existe, cherchent des traitements. Et on a beaucoup parlé du traitement dont vous avez parlé à Marseille, mais il y a tous les jours des nouveaux traitements qui sont testés, des choses qui fonctionnent un petit peu ou qui ne fonctionnent pas. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de traitement qui permette de guérir de la Covid. Et rassurez-vous, si on le trouvait, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui ne seraient pas aujourd'hui en réanimation, autant en Guadeloupe. Vous avez parlé de la métropole, il y a 5000 personnes en réanimation en métropole. Si on avait un traitement pour les soigner, ils ne seraient pas en réanimation non plus, sous oxygène, comme vous l'avez dit, pour la personne que vous connaissiez, qui était au CHBT, puis ensuite au CHU. Donc, il y a des recherches qui sont faites, il y a des traitements qui existent, mais qui pour l'instant ne donnent pas satisfaction, en tout cas ne permettent pas de guérir de la Covid. Il n'y a aujourd'hui aucun traitement qui permette de guérir. Et ça, vous êtes clair là-dessus. Monsieur le préfet, alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous rappeler donc ces différentes mesures et peut-être qu'on va un petit peu approfondir puisque beaucoup disent mais on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il faut rester à la maison, qu'en sortir? Est-ce qu'on peut demander à notre patron d'être en télétravail? Comment ça doit se passer? Et je vous assure, 9 fois sur 10, voire 10 fois sur 10, les gens disent on ne comprend pas ce qui se passe. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces mesures et peut-être répondre à quelques questions précises? Alors je vais essayer de vous éclairer. Alors, premièrement, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut comprendre, c'est l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, dans le principe général, il faut éviter de se déplacer et éviter les interactions avec les autres, sauf quand on est obligé, sauf quand on a besoin de le faire. Ça, c'est le premier point. Il y a un certain nombre de règles qui concernent les déplacements. C'est les règles principales. Première règle, c'est que le couvre-feu, qui était appliqué depuis une dizaine de jours, continue à être appliqué. Entre 19h et 5h du matin, les règles n'ont pas changé. C'est toujours un couvre-feu. Vous ne pouvez pas vous déplacer, sauf si vous avez un motif impérieux et une attestation qui vous permet de le spécifier, de le justifier. Merci. Ensuite, dans la journée, il y a une règle principale qui est qu'on ne peut pas se déplacer, sauf si on a ce motif impérieux qui n'est pas exactement le même que celui de la nuit, parce que dedans, on y a rajouté notamment les motifs professionnels pour pouvoir aller travailler, se rendre à son travail, pouvoir emmener ses enfants à l'école. Il y a un certain nombre de règles qui sont là pour pouvoir aller faire les courses essentielles, évidemment, pour quand on est près de chez soi. Donc ça, c'est la règle générale. Et quand vous êtes dans un ensemble de moins de 10 km autour de chez vous, vous êtes capable de prouver que vous êtes à moins de 10 km, on ne vous demandera pas de justification particulière. Vous pourrez faire toutes ces choses sans justification particulière et vous pourrez aussi vous promener dans cette zone de 10 km, vous pourrez aller faire du sport sans difficulté, etc. Voilà. Il faut quand même justifier de votre lieu de résidence. Juste de votre lieu de résidence pour dire que vous êtes bien dans la limite des 10 km et il y a des sites internet qui vous permettent de définir cette zone de 10 km. Ça, c'est pour vraiment les règles de déplacement. Donc, la nuit, la règle du couvre-feu. Pendant la journée, les 10 km sur lesquels vous pouvez vous déplacer avec des motifs qui sont les vôtres. En fait, vous n'avez pas besoin de les justifier. Et au-delà, vous avez besoin de justifier de ces déplacements. Ensuite, il y a un certain nombre d'activités qui sont limitées ou qui sont réglementées. Vous parliez du travail. On invite les gens à aller travailler et de continuer à travailler. C'est important pour l'activité, c'est important pour l'organisation de notre société en Guadeloupe. Et donc le travail, il est demandé, on y va. Soit on est capable de le faire par télétravail, et auquel cas il faut télétravailler. On invite les chefs d'entreprise à mettre en place ce télétravail. Les salariés qui ont une tâche qui est télétravaillable, on ne peut pas tout télétravailler.
On ne peut pas l'imposer au chef d'entreprise. Et on ne peut pas l'imposer au chef d'entreprise, mais il a intérêt, lui, à le développer et à le mettre en place. Mais vous êtes mécanicien dans un garage, ça n'est pas télétravaillable. Vous êtes secrétaire dans un cabinet, vous pouvez à la rigueur télétravailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut trouver les fonctions dans lesquelles vous pouvez télétravailler. D'ailleurs, nous, dans l'administration de l'État, et puis j'ai invité les autres administrations à faire de la même chose, on a développé le télétravail. Parce que justement, on a beaucoup de tâches qui peuvent être télétravaillées, mis à part les gens qui reçoivent du public, eh bien, on a essayé de développer le télétravail, mais pas pour tout le monde, pour des tâches qui peuvent le faire. Autre activité, mais ça on en a parlé, il y a un certain nombre de commerces qui sont autorisés ou qui sont fermés, les commerces dits essentiels, même si je n'ai pas beaucoup cette expression, mais ça parle à peu près à tout le monde. Il y a une liste de ces commerces qui existent et qui est sur le site de la préfecture qui permet de voir quels sont les commerces qui peuvent être ouverts, dans lesquels on peut aller faire ses courses. L'idée, c'est qu'on ne va pas faire du shopping. Voilà, on va faire des courses parce qu'on en a besoin. À la librairie, quand même. On peut aller à la librairie. Chez le coiffeur. Bien sûr, mais c'est important. Mais ça, c'est pas du shopping. Vous allez à l'endroit et vous achetez votre livre et vous repartez. C'est du bien-être. Ça fait partie des sujets de bien-être qui sont importants. Et puis, il y a les restaurants qui sont fermés aussi. On n'en a pas parlé jusque-là, mais les restaurants sont fermés pendant ces 3 semaines. À l'heure du déjeuner et le soir, ils étaient fermés à l'occasion du couvre-feu. Donc, ils sont fermés toute la journée. La différence, c'est que pendant la journée, ils peuvent faire de la vente à emporter. Et pendant la journée et la nuit, ils peuvent faire des livraisons. Ça, voilà pour les restaurants. Ensuite, les autres activités, alors on pourra revenir si vous avez des questions, mais sur les plages et en bord des rivières, par exemple, le principe, c'est qu'on peut y aller pour y faire une activité physique, pour se promener, pour marcher, pour aller se baigner, pour nager. Mais on ne pose pas sa serviette sur la plage et on ne se retrouve pas entre amis sur la plage parce que, voilà, ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça fait partie de ces endroits où ensuite on a du mal à respecter les gestes barrières. Donc voilà, toutes ces activités-là. Si on a un bateau, par exemple, on peut partir en mer? Si vous avez un bateau et qu'il est à moins de 10 km de votre domicile, vous pouvez y aller pour le prendre et partir en mer si vous le souhaitez et rester dans les limites de 10 km. Et, avec le bateau. Je vois votre question. Je vois pourquoi vous me posez la question. Je vois pourquoi vous me posez la question parce qu'on a trouvé ce week-end un rassemblement de bateaux sur un haut fond dans lequel on a eu plusieurs centaines de personnes qui se sont retrouvées. Alors visiblement chacun disait qu'ils étaient à moins de 6 par bateau, mais ils ont regroupé tous leurs bateaux. Donc j'ai été obligé parce que voilà, de temps en temps on est obligé de prendre des arrêtés que je ne pensais pas prendre, mais il faut le faire puisque visiblement il y a des gens qui ne veulent pas le comprendre, qui est interdit d'être à couple à bateau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des bateaux à couple les uns à côté des autres. Donc on peut prendre son bateau dans la limite des 10 km, mais ensuite il faut rester au sein de son bateau et pas se rapprocher des autres bateaux pour en faire une espèce de fiesta au bord de l'eau. D'accord, ça fait partie aussi de loisirs que vous n'avez pas voulu... Non, le bateau, voilà. D'accord. On peut toujours le faire. D'accord, puisque quelqu'un me disait aujourd'hui, ah oui, mais il faut lui demander, est-ce que je peux prendre mon bateau et partir en mer? Dans la limite des 10 km. Alors, 10 km de la maison? De la maison. D'accord. Et le bateau, en mer, peu importe l'endroit? Non, il faut aussi qu'il reste dans la limite des 10 km. Dans la limite des 10 km. D'accord. Monsieur le préfet, alors, au-delà, donc, le sport, effectivement, au niveau de la plage, des rivières, on ne peut pas rester avec sa serviette. Là aussi, vous en appelez à la responsabilité des Guadeloupéens. Bien sûr. Enfin, moi, je ne veux pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque personne. L'idée, c'est que chacun comprenne. C'est pour ça que je parle un peu d'esprit de ces mesures. Il faut que chacun comprenne quel est l'intérêt. L'intérêt, c'est on a besoin de faire du sport, on a besoin de se dépenser. Eh bien, on va faire du sport dans la limite des 10 km autour de chez soi. Comme ça, on n'a pas besoin de justifier d'un motif particulier, et on fait du sport de façon individuelle ou dans des petits groupes à moins de 6, et on ne se retrouve pas ensuite après pour faire la pause ensemble ou faire ses étirements ensemble après avoir couru. Et voilà, on rentre chez soi et on le fait chez soi. L'idée, c'est vraiment de limiter au possible les interactions sociales. En disant ça, je mesure bien... je parlais tout à l'heure d'équilibre, vous m'avez posé la question. Oui. Quand je dis qu'il ne faut pas avoir d'interaction sociale, on voit bien que ça ne peut pas durer très longtemps. Donc l'objectif, c'est que cette mesure de confinement, elle dure le moins longtemps possible pour qu'on retrouve justement ces interactions sociales qui sont indispensables ensuite pour vivre. Oui. Alors là, c'est vrai que nous récupérons un dernier appel, mais c'est vrai que la population dit oui, nous sommes d'accord pour que les choses s'arrêtent, mais ce ras-le-bol est difficilement gérable. Oui, bien sûr, mais on a vu quelques signes d'exaspération et que je comprends tout à fait.
D'ailleurs, moi, parfois, je me dis aussi que j'en ai assez de cette Covid et de la gestion de cette Covid. On aspire tous à faire autre chose. Moi, j'aspire vraiment à avoir une politique, à pouvoir aider les politiques publiques de développement de la Guadeloupe, à pouvoir travailler sur des projets de long terme. Voilà, la Covid, il faut qu'on passe cet obstacle et ensuite, on pourra se projeter plus facilement dans l'avenir. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'être plus fort et de pouvoir tenir bon face à toutes ces pressions, je suppose, qui sont faites au quotidien? Plus fort que quand? Qu'avant? Avant d'arriver ici? Oui. Je crois que, je ne sais pas si je suis plus fort, mais en tout cas, j'ai une meilleure maîtrise de l'environnement. Je connais beaucoup plus de personnes. C'est ça aussi qui est le charme de ma fonction, c'est de découvrir beaucoup de gens, beaucoup d'interlocuteurs. Et je pense que je suis un peu plus capable, effectivement, de prendre le pouls et de mesurer justement tous ces rapports de force des uns avec les autres et de pouvoir composer cet équilibre, qui est pour moi le point le plus important. Dernier appel, bonsoir, nous vous écoutons. Ouais. Allez-y. Allô? Oui. C'est bon, monsieur. Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir, Monsieur le Préfet. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Alors, un petit point. Nous vous écoutons. Allez-y. Oui, alors, Monsieur le Préfet, je vous appelle là, je suis un citoyen de français. Comment? Allez-y, monsieur. Et alors, je vous appelle, c'est pour savoir, consignement sous consignement. Je ne suis pas contre autre loi. Alors, est-ce qu'on peut demander à ce monsieur de s'exprimer? Nous reviendrons avec vous d'ici quelques instants, monsieur, mais lui demander surtout de s'éloigner du téléviseur. Donc, monsieur le préfet, on est parti pour 3 semaines dans cette situation. On peut espérer que ça ne sera pas plus. Ah ben moi, j'espère vraiment que ça ne sera pas plus, oui. Concrètement, je vous l'ai dit, on constate depuis la semaine dernière qu'on est sur une stabilisation, donc on n'a pas d'augmentation du nombre de cas positifs, on a un taux de positivité qui descend. Voilà, donc les signes sont plutôt positifs, plutôt encourageants. Et donc j'espère que ces 3 semaines vont nous permettre de vraiment casser la... Oui, bien sûr. Et si ce n'est pas le cas? Si c'est pas le cas, on sera obligé de continuer, mais je préfère même pas l'imaginer. Moi je mise tout pour que nous puissions tous nous concentrer et respecter ces règles pour que justement ça puisse fonctionner tous ensemble. Oui, monsieur, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Ah ben maintenant, c'est une dame. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Alors en fait... Oui, bonsoir. En fait, j'avais une question. Oui, en fait, j'avais donc une question. Oui. Donc, en fait, j'ai un membre de ma famille qui se marie sur la Grande Terre. Et en fait, je suis de la Basse Terre. Et en fait, nous avions donc à l'occasion, donc j'avais en fait loué un hébergement pour me rapprocher du lieu du mariage. Et étant donné que les loueurs ne sont pas concernés par la restriction, donc j'aurais aimé savoir, parce qu'en fait je ne peux pas annuler, car sinon en fait je risque de perdre la moitié de la somme que j'ai investie. Et en fait j'aurais aimé savoir donc par rapport à ça quel motif je pourrais donc mettre sur l'attestation pour ne pas être ennuyé par les forces de l'ordre, ou sinon quels sont les recours qui sont possibles, parce que je peux vraiment pas annuler et en fait ça me pénalise parce que j'avais fait la demande avant d'avoir l'information pour le confinement et je peux pas, voilà. Donc, je vous remercie pour votre réponse. Merci, madame. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir, madame. Alors, ça mériterait que j'ai un peu plus de détails. Donc, oui. Peut-être que vous pouvez me contacter par le biais de Canal 10. Comme ça, j'aurai le détail complet. Je pourrais vous donner une réponse précise, vous faire donner une réponse précise. Mais effectivement, vous avez raison, les hébergements ne sont pas concernés par les fermetures. Donc, les hébergements peuvent continuer. On a eu des questions sur les gîtes. Donc, les gens qui potentiellement avaient loué des gîtes peuvent y aller. Le sujet qui m'inquiète un peu plus dans ce que vous me dites, c'est le mariage et la fête de mariage.
Voilà, concrètement. C'est plus ça qui m'inquiète, plus que votre hébergement et votre capacité à pouvoir vous déplacer. Donc moi, est-ce que c'est possible, vous pouvez récupérer les coordonnées, comme ça on vous contacte, madame, on vous contacte demain pour qu'on puisse regarder ça et je puisse vous donner une réponse la plus précise possible. Alors justement, les fêtes de mariage, on va terminer avec une touche peut-être festive. Alors, les fêtes de mariage, aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors, une fête de mariage aujourd'hui, quand elle se passe dans un lieu privé, il n'y a pas de, c'est tout à fait possible. J'invite vraiment les gens à faire très attention et à ne pas se retrouver dans les conditions dans lesquelles ils créeraient un cluster potentiel. Une fête de mariage, si on ne fait pas attention aux gestes barrières, si on ne porte pas son masque, il y a c'est potentiellement un endroit où on peut se contaminer, évidemment. Donc il faut y faire très attention. En revanche, les fêtes de mariage dans les restaurants, ça n'est pas possible puisque les restaurants sont fermés. Et dans les lieux dans lesquels qu'on pouvait louer, dans les salles, par exemple, dans les hôtels, ça n'est plus possible non plus. Les fêtes de mariage dans les hôtels, non. En tout cas, pas pendant les 3 semaines qui viennent. Voilà, donc si les gens avaient programmé leur mariage, il faudrait déplacer la date ou ne plus faire de fête. Ou faire la fête plus tard. Voilà, donc nous aurons l'occasion, Monsieur le Préfet, de faire un autre point avec vous. Ultérieurement, nous aurons certainement les effets de ces mesures renforcées. Je préfère qu'à cette notion de confinement, puisque le confinement, en clair, il se suffit à lui-même. Donc, nous irons de votre côté d'ici une semaine à peu près, voir les chiffres et se rendre compte de ce qui nous attend dans les semaines à venir. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission. Excellente soirée à tous.